mais je voudrais simplement répéter certains points du manifeste et insister sur le fait que ce manifeste est là essentiellement pour préserver l'Union européenne. Et c'est pour cela, c'est pour préserver l'Union européenne que nous prescrivons, que nous proposons de démanteler l'union monétaire. Et je ferai un parallèle historique, et ce parallèle historique, certains d'entre vous l'auront sûrement en mémoire, et c'est celui de la défense de l'étalon or dans l'entre-deux-guerres. La défense de l'étalon or dans l'entre-deux-guerres a réellement manqué de détruire la démocratie dans le monde entier. Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous n'aimerait revoir ce genre de drame se produire. Et ce dont parlait Alberto, justement, était cela. C'était finalement, non pas la fin de l'histoire, mais la fin des démocraties. Et en tant qu'économiste, même si certainement je ne suis pas qualifiée politiquement, mais je le suis en tant qu'économiste, c'est une de mes inquiétudes. Et c'est pour cela que j'ai aussi décidé de faire partie de ce manifeste. Donc moi, je vais parler de la France. Et même si j'ai quitté la France il y a 30 ans, c'est tout de même mon pays, c'est le pays que j'aime. Et donc j'ai l'intention, j'aimerais que ce pays préserve sa grandeur. La France, comme nous l'avons entendu, ce que j'ai trouvé très utile dans le panel précédent, gère un système vaste et coûteux de protection sociale, procurant des services publics de très haute qualité, fondé sur un consensus national profond. Nous l'avons entendu, je pense. Mais contrairement aux pays scandinaves, notamment au Danemark, qui ont une préférence tout à fait similaire... N'entends pas. Ok, sorry. Je vais me lever parce que je suis toute petite. Is this one better? Okay. Is that fine? I can sit down. Okay, great. Ok. Donc comme je disais, donc, vous le savez, la France gère un système vaste et coûteux de protection sociale, mais contrairement aux pays scandinaves, qui ont une préférence similaire pour la protection sociale, le modèle français est financé non pas par des taxes, par des impôts élevés sur les revenus et les dépenses, mais par des taxes punitives sur l'emploi, notamment par le biais de sécurité sociale des employeurs et celle des employés, et sur les capitaux, et par des emprunts publics massifs. Sur les emprunts publics massifs, évidemment j'ai très peu de temps, mais nous avons fait des estimations, et si le cours des réformes se poursuit au rythme actuel, en 2032, nous arriverons à une dette publique de 232%. Voilà. Donc la taxation de l'emploi, en tout cas, entretient l'illusion d'un État-providence financé par les entreprises et non pas par les travailleurs. En d'autres termes, ce sont les sales patrons, n'est-ce pas, qui financent. Malheureusement, les gens payent aussi. Et en France, ça se paie par le chômage. Nous l'avons entendu, ça se paie par un chômage qui est chronique et qui est très élevé. Et qui touche essentiellement les jeunes et bien sûr les personnes âgées. Le problème, comme nous le savons, est aggravé par une réglementation excessive. Et je ne pense pas que l'année qui s'est passée, on a vu véritablement une libération. J'ai plutôt senti une espèce de pesanteur sur ces réglementations, et notamment, je voyage beaucoup, et j'étais très étonnée de voir que, comme certains l'ont mentionné dans le panel précédent, j'étais vraiment très étonnée de même découvrir des Français à Moscou, en janvier. Il faisait moins 20 au centre de Moscou. C'était pas Depardieu. Et c'était des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, ils avaient un petit camion de crêpes. Des crêpes bretonnes. Et nous sommes allés vers eux et nous leur avons demandé « Qu'est-ce que vous faites là? Il fait froid. » Ils dit « Ben ici, on fait des affaires, personne ne nous demande rien, nous sommes libres. » Je trouvais ça un petit peu effarant. Donc l'économie française a besoin d'un choc d'offres.
Malheureusement, au lieu d'une réduction profonde et permanente des prélèvements sociaux sur les entreprises, notamment préconisée par Louis Gallois, le gouvernement a annoncé un système compliqué de crédit d'impôt temporaire, conditionnel à l'utilisation des sommes ainsi dégagées pour investir et recruter de nouveaux travailleurs. Malheureusement, cette approche ne peut pas corriger les distorsions graves et anciennes du système fiscal. D'autre part, comme vous allez le voir dans le dernier panel, je crois, sur la croissance, vous allez voir que les gens ont besoin de respirer pour innover. Ils ont besoin d'avoir ce que nous appelons en anglais « incentive ». On a besoin d'innover. Un accord bien sûr plus prometteur a été celui que les employeurs et les syndicats ont signé en janvier. Un accord qui allège la réglementation du travail et donne aux entreprises beaucoup plus de flexibilité pour réduire les heures de travail et les salaires, en contrepartie de la préservation des emplois. Mais en bref, ce que je voudrais dire, c'est que la France n'a pas besoin de nouvelles mesures dirigistes, n'est-ce pas? Je sais très bien que, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle je suis partie, que un des plus merveilleux systèmes d'éducation de la France, ce sont les énarques. Ce sont des gens qui sont très très éduqués. Mais à mon avis, il ferait mieux de s'en tenir aux administrations et de laisser les entreprises aux entrepreneurs. La France, donc, a besoin d'une grande réforme structurelle. Et cette grande réforme structurelle passe par une baisse des dépenses publiques. Mais elle passe aussi par une modification de la fiscalité du travail. Mais il y a un hic, et il est de taille. J'essaie de trouver des mots qui sont un peu français. On vient de m'apprendre un nouveau mot qui s'appelle niaque. J'étais très intéressée par ce mot et je vais vous dire pourquoi. Parce que niaque, ça vient de niakwe. Je ne sais pas si vous savez, mais niakwe en vietnamien, ça veut dire paysan. Donc il y a un hic de taille. L'effet immédiat d'un tel programme vers une demande intérieure plus faible et une croissance économique encore plus lente. Et pour compenser ce mouvement, le gouvernement a besoin d'air. Il a besoin de relâcher, en tout cas à court terme, la politique budgétaire en s'appuyant sur la demande extérieure. C'est-à-dire qu'il a besoin, cet air, il a besoin de pouvoir dévaluer temporairement. Malheureusement, avec l'euro, il ne peut pas le faire. Et dans cette situation, la seule façon pour que la France en sorte véritablement passe par le démantèlement de la zone euro. Et la meilleure façon de le faire serait de démanteler l'union monétaire par le haut, par la sortie de l'Allemagne et des autres pays qui sont beaucoup plus compétitifs. L'appréciation de la nouvelle monnaie allemande aura pour effet d'améliorer les balances commerciales des pays déficitaires. Et dans certains cas, l'annulation partielle de dettes serait nécessaire, mais l'ampleur de la réduction et le coût pour les créanciers seront réduits, dans la mesure où le démantèlement monétaire stimulera la croissance des pays déficitaires. Je veux bien insister que la sortie des pays compétitifs ne signifie nullement l'abandon des pays en crise. C'est pas nous on réussit donc on se tire. C'est pas l'idée du tout. Et au contraire, après la sortie, ce que nous prévoyons, c'est que l'assistance de ces pays compétitifs devrait aider à mettre les pays déficitaires sur la voie du redressement. Et ce serait en contraste très positif avec les plans de sauvetage actuels que nous voyons. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une polémique à l'heure actuelle sur Twitter, enfin sur tous les médias, parce que le FMI, en tout cas le staff, le personnel du FMI s'est excusé par rapport à la Grèce, en disant que le programme n'était pas approprié. Bien entendu, Madame Lagarde tout de suite a corrigé, mais c'était tout de même très intéressant. La Banque centrale européenne, bien entendu, pourrait être préservée au moins pendant un certain temps, en tant que banque centrale responsable de la politique monétaire dans tous les pays membres, même après que certains aient remplacé l'euro
par de nouvelles monnaies. Cela permettrait une coordination donnerait une certaine crédibilité dans ce processus de transition. Pour finir, l'euro a été considéré à tort comme le fondement ultime de l'édifice de l'intégration européenne. La crise financière et ses suites, c'était cette crise financière. Mais en tant qu'économistes, nous avions annoncé que la crise de l'euro viendrait un jour, nous le savions. Nous ne savions pas quand, mais nous étions sûrs que dès qu'il y aurait un choc, les institutions européennes ne seraient pas capables de répondre à ce choc. Et ce que nous proposons, c'est qu'en tant que pays fondateur de l'Union européenne, seule la France, et donc ça me convient très bien, seule la France a le pouvoir de prôner une stratégie de démantèlement du système de l'euro pour le bien commun de l'Union. L'alternative, bien entendu, c'est l'échec économique, les divisions profondes, d'amers ressentiments entre les pays membres, et la peur, c'est que cela remette en cause les plus précieuses réalisations de l'intégration européenne. Merci beaucoup. Because I think you have gotten a very impressive description of our manifesto. Let me perhaps only add one German perspective. As you have heard, the euro has become much too strong for France. And the euro has at the same time become much too weak for Germany. And the result, you have seen, you have heard, in the south is this incredible, disastrous economic development with 19.4 million unemployed. The Eurozone now has reached an absolute historical high, and it is growing. And everybody in France is worried about unemployment, lack of growth, and so on. In my country, they're all concerned about inflation. Germans buy apartments in record numbers. They are buying gold. And this situation in the past could have been solved by reforms. And the idea of the European politicians is to make sure that France, Spain, Italy, Greece, in a way become like Germany. And the German politicians are constantly lecturing other countries as a result. Madame Merkel says the Greeks should privatize the railroad, although the Germans don't privatize their railroad. Madame Merkel says the Spaniards have too much vacation. She says the French have too high labor cost, and the Italians don't save enough. So we have gotten into a situation by which the Germans are becoming, if you wish, the new rulers of Europe. And the byproduct of this is a rapid deterioration of the relationship between Germany and other countries, and in particular between Germany and France. The relations between our two countries have never been as bad after the war as today. And the reason is only the euro, or the policies associated with it. So the solution which is being presented to you today is called a Manifesto of Solidarity. And it not only enables the South to come back to a combination of reforms and devaluations. If the reforms are not enough, then the devaluation has to be higher. If the reform is okay, they don't need devaluation. In Germany, it means that the export industry will suffer because a new currency, let's call it Northern Euro for arguing it, the new currency will revalue. So it will be much more difficult for the Germans to export.
So it will be tougher for the French to buy Mercedeses, and it will be easier for the Germans to buy Peugeots. And that's exactly the idea behind it. Now, more about the effects on the common euro on the French-German relations you can read today in the Le Monde, where I published a longer article on page 18, so I don't have to repeat it. We can have a little bit more time to discuss this idea. Thank you. Merci beaucoup. Alors je dois saluer l'autodiscipline des intervenants qui ont tous été très honnêtes et ont économisé leur temps de parole, ce qui nous permet maintenant de discuter et de répondre aux questions. Et j'en vois déjà une première. Quels seraient les gagnants dans le cas de création d'une double monnaie? Qui seraient effectivement les gagnants? Et pourquoi une politique de type qui était pratiquée en France en 1959, de type UF, qui est pratiquée par l'Allemagne depuis 40 ans, ne pourrait pas réussir en France? Politique de deux monnaies au niveau des pays. Et quels sont tous les gains qu'on a? Est-ce qu'on ne perdrait pas tous les gains qu'on a eus grâce à l'euro jusqu'à maintenant au niveau des matières premières? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il ne serait pas simplement et plus simple de préconiser une politique de type RUEF, comme on a fait en 1959 en France, et que l'Allemagne pratique depuis 40 ans, depuis 1945? C'est quoi? Et une politique de type économie sociale de marché, tout simplement, comme on avait avant 1936 en France, et de 1959 à 1969. Merci. Qui veut répondre? Moi, je vais accéder, mais je vais... Qui seraient les gagnants? Ouais, tout le monde peut répondre. Je crois que c'est le gagnant, c'est ce qu'a dit Olaf. C'est-à-dire que les pays du Sud vont gagner parce qu'ils vont avoir une monnaie plus faible, et les pays du Nord vont gagner parce qu'ils vont avoir une monnaie plus forte. Ce que l'on demande pour les pays du Sud, c'est de leur donner du temps pour se rendre plus compétitifs. C'est ce dont on a besoin. Nous vivons, je ne sais pas, je ne me souviens plus malheureusement de ce qui s'est passé après 1959, mais nous vivions dans un monde qui était beaucoup moins globalisé. Maintenant, nous avons tout de même besoin de répondre à la compétition qui est produite par la Chine, par de nombreux pays. C'est tout à fait ce qui a été fait en 59 en France. Je voudrais vous faire réfléchir sur le fait que maintenant tout le monde est en train de perdre. C'est-à-dire que le simple fait qu'en Allemagne, un parti politique s'affirme qui demande la sortie de l'euro montre une chose très simple, à savoir que les pays du sud, voire de l'ouest, comme la France, de l'Allemagne, qui étaient un marché important, sont en train de s'effondrer sous le poids d'une monnaie qui est trop forte pour eux, ce qui entraîne une baisse de leur demande, ce qui entraîne une baisse des exportations allemandes, ce qui va bientôt entraîner une récession en Allemagne. Donc cette situation est une situation où tout le monde perd. Pourquoi? Pour défendre une rigidité qui, à mon sens, n'a pas eu une grande valeur défensive pour ce qui concerne les marchés des matières premières. Il faut se rappeler que les cours des matières premières ont des oscillations à 3 chiffres. On n'a jamais eu des compensations au niveau réévaluation du taux d'échange qui puissent nous permettre de compenser des dévaluations pareilles, des oscillations pareilles. Donc il faut un peu regarder les chiffres, on se rendra compte que beaucoup des avantages de l'euro qui semblent très apparents, très réels, très faciles à comprendre, en réalité ils sont un tout petit peu illusoires. La parole est à Stéphane Kawalek. After creation of Eurozone, we turn this situation with negative side.
because nobody is gaining. Some are losing. Some are losing a lot. And the idea of control dismantlement, as we propose, is actually to again to have a situation with a game with positive sum. What would be the origin of this game? It would be economic growth, and of course, this economic growth in the whole Europe may be, divided in different ways, and depending on various particular solutions, that benefits may be different in various parts. But anyway, there will be benefits, and now we have only costs. Alors, beaucoup de questions. Commençons peut-être par monsieur. I'm not someone who knows very much about economics, but I have to pronounce a lot of surprise because at the time of the German reunification, one of the conditions was to say if you don't give up the D-mark, then we won't agree to the reunification. Especially that was pronounced by France and the UK. What I see today is exactly the contrary, which means that they say it's better for Europe if Germany goes out of the euro, which was at that point in time considered, an advantage for Europe. So maybe you can enlighten me on this particular question, because I don't understand it. Well, I don't know. There are a lot of rumors on what Monsieur Mitterrand told Mr. Kohl at the time. But the fact is the Germans themselves wanted the euro, at least the German government, not the German public. Contrary to the French, the German public was never asked in a referendum. It was a decision by the politicians. And I can explain this. I know that you're confused. You're confused because I'm a German, but I do not express the position of the German government. So the German government and the position of the German MEDEF, which I led for 6 years, is to stick to the euro. So there is still consistency as far as the euro is concerned in Germany. But you are meeting here a person who believes that the euro has done the opposite of what Mitterrand and Kohl wanted. It has not made peace in Europe. It has resulted in friction, in arguments, in poor relations, and as you have heard here, also in a disastrous economic development. This year, the worldwide economic development will be between 2 and 3% worldwide. The Eurozone will shrink again. And that's the reason why we are coming up with something which is not, if you wish, in my country, at all politically correct. Je que probablement tous les intervenants ici sont politiquement incorrects par rapport à leur gouvernement. Il y avait plusieurs questions. Alors attendez, ça peut changer. Monsieur, puis madame, et ensuite monsieur. Voilà. Pardon. Mais on a commencé à... Plus tard. Non, on a commencé tard. Si vous voulez passer le micro. On est venu de loin. Groupez trois questions, on fait des réponses là. Groupez 3 questions. Ou alors oui, on va poser 3 questions, on va voir si on peut répondre ensemble. Allez-y. Bonjour à tous, j'ai une question un peu plus fort. J'ai une question relative au... Enfin, j'ai deux petites questions. Une est relative au service, parce que vous parlez de dévaluation.
Mais est-ce que ça risque pas de pénaliser les services, en France notamment, parce que du coup le prix de certaines denrées va augmenter, par ailleurs le prix des matières premières va également augmenter, et donc par conséquent, ça ne va pas pénaliser les services qui dépendent de ces deux choses, et qui représentent quand même 80% de notre économie. La deuxième question, c'est que est-ce qu'en ayant une monnaie plus faible, ça va pas finalement à très long terme encourager la France à se spécialiser, dans la production de produits dont le coût est plus faible, et donc ce faisant, ça passera en concurrence directe avec les pays du tiers-monde ou de l'extérieur. Merci. Excusez-moi, puisque je passe le micro, juste très vite, est-ce que vous pouvez passer aussi à la question de les pays du Sud sont tous déficitaires de matières premières et d'énergie, ils vont devoir payer beaucoup plus cher par rapport à leurs moyens. Voilà, c'est tout. Madame. Geneviève Boucher. Pour aborder les questions que vous évoquez, je pense qu'il faut remettre ça dans un paysage qui est mené par tous les gens qui travaillent sur des monnaies complémentaires, les historiens de la monnaie et les gens qui travaillent sur à quoi sert la monnaie et comment on l'utilise aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des divorces. Hein. Donc, moi, je sais qu'avant que l'euro ne soit fait, il y avait l'écu. Et l'écu n'était pas pris au sérieux parce qu'à l'époque, le commun des mortels n'avait jamais entendu le mot monnaie complémentaire. Mais aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Mais quelle est la question? Eh bien, la question, c'est est-ce que la piste, plutôt que le démantèlement qui va être politiquement très incorrect, et qui, je pense, ne passera pas du tout, il n'y aurait pas mieux à travailler sur la piste des monnaies complémentaires. Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas avoir une monnaie qui fasse merveille au Pirée, à La Haye, à Paris et à Stockholm. Enfin, c'est Question illusoire. reçue. Voilà. Excusez-moi. Pour l'instant, le soutien des élites politiques françaises pour l'euro est très fort, que ce soit au niveau de l'UMP et du Parti socialiste. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi, malgré tous les dégâts causés par l'euro sur l'économie française, on a toujours ce consensus très positif. Et qu'est-ce qui pourrait provoquer la disparition de ce soutien inconditionnel? Alors, qui a la réponse? C'est moi. Ok. J'ai besoin tout d'un micro. Et je vais essayer de pouvoir m'en servir. Alors, la dévaluation, je crois qu'il faut répéter, moi je sais très bien les problèmes de la dévaluation, c'est une mesure temporaire. Ce qu'on veut essentiellement, c'est que les marchés puissent faire leur travail. Quand on fixe un prix, comme le taux de change, on empêche le marché de faire son travail. Donc oui, temporairement, ça va certainement pénaliser les services. Mais nous ne parlons de dévaluation que si en même temps la réforme structurelle se produit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Ça veut dire notamment qu'on arrête de mettre des règlements dans tous les sens. Enfin, je veux dire, les services en France, je crois, vous savez sûrement mieux que moi, mais sont extrêmement réglementés. Donc ces services pourraient recevoir, bien sûr, il y aurait à un moment une pénalisation à cause des matières premières qui serait plus élevée, mais en même temps, s'il y a de l'air qui se fait au niveau du règlement, je pense et que Bruxelles relâche un peu sa prise, je pense que peut-être, effectivement, il y aurait des bénéfices de ce côté-là. Et je crois que c'est un peu la même question donc, que vous avez posée, monsieur, sur les matières premières, c'est qu'effectivement, malheureusement, dans n'importe quelle politique économique, il y a effectivement ce qu'on appelle winners and losers, des gagnants et des perdants. La seule chose que nous, on essaie de réduire, c'est d'arrêter que tout le monde perde, finalement, à part la classe politique. Et ça répond à la dernière question, je reviendrai aux monnaies complémentaires. La dernière question, moi je crois que ce que vous illustrez, c'est pas une motivation économique, mais une motivation politique. Moi je pense que c'est historique. Et ça vient d'une détermination. Vous vous souvenez du Francfort, le désir de la France de pouvoir concourir avec les États-Unis, c'était les États-Unis d'Europe, et de réaliser au cours de temps, peut-être que la France n'est plus un empire et n'est plus aussi forte. Pourtant, il y a toujours le désir d'appartenir au fort. Et je crois que ce soit les socialistes ou l'UMP, qui de toute façon vont à la même école, je le répète,
je pense que leur détermination politique est la même. Quant aux monnaies complémentaires, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de regarder. Et c'est un sujet assez compliqué. Alors, j'explique un tout petit peu. C'est moi qui fais ça. J'explique un tout petit peu, c'est-à-dire que le Trésor britannique, avant la création de l'euro, n'était pas du tout en faveur de l'euro, et comme on a pu le voir. Et donc, ce que le Trésor britannique avait développé, c'était l'idée qu'en fait, l'écu, donc le nom écu a été rejeté, parce que je crois qu'en allemand, c'est grossier, enfin, je ne me souviens pas, mais je crois qu'il y avait un problème. Ça veut dire vache. Ouais. C'est ça. Donc il y avait un problème de sémantique, mais c'est pas seulement pour cela que l'écu a été rejeté. C'était aussi parce que finalement ça dépendait du marché. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on disait? On disait, en général, toutes les monnaies sont établies non pas par un État, c'est pas M. Hollande qui va décider aujourd'hui, nous allons, au lieu d'avoir, je ne sais pas, le franc, nous allons avoir le niaque, par exemple, mais ce sont les marchés qui décident. Les marchés décident si effectivement ils ont envie d'adopter une monnaie ou pas. Et le Trésor britannique avait donc demandé, bien, si c'est une si belle idée, nous allons commencer par avoir l'écu et voir si les marchés ont le désir de le faire. Et donc une idée par rapport à l'euro, et notamment au démantèlement de l'euro, c'est de voir si en fait des monnaies complémentaires, comme l'a dit madame, pouvaient s'imposer. Enfin, c'est un peu... Merci. Je vais ajouter vraiment trois mots. Trois. Lorsqu'on parle des effets d'un réalignement des taux de change, qui est une dévaluation pour certains et une réévaluation pour des autres, on se concentre toujours seulement sur les prix. Donc la question de monsieur était les prix vont augmenter, les services vont être pénalisés. On ne réfléchit jamais sur le fait qu'en économie, il y a les prix, il y a les revenus. Donc je pense que les secteurs de services, si l'entreprise orientée à l'export recommençait à croître, donc il y aurait une croissance, quelqu'un qui travaille dans le service serait bien heureux de payer un peu plus des produits d'importation en ayant un revenu, alors que maintenant peut-être il ne l'a pas. Donc si ton revenu est zéro, l'inflation ne t'affecte pas. Voilà, c'est ça, c'est très simplement. Merci. Je crois que nous pouvons remercier les